Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, on va présenter des cas très concrets. Euh, donc, euh, on va faire. Alors, je fais juste une présentation vite fait de l'état des lieux, de l'environnement, des données qu'on a à l'Eurométropole de Metz. Donc, un peu comme dans n'importe quelle collectivité, on a des données brutes, des données corrigées, des données issues des traitements et donc on appelle dérivées. Quand on retravaille pour faire de la cartographie ou des données plus complexes, enfin des analyses plus complexes. Et après, on a aussi des données de référence. Alors c'est marrant parce que je ne vois pas la fin. Oui, voilà. Donc qui servent justement de référentiel de manière transverse pour divers métiers. Et on revient de nouveau sur la balle, sur les filières de voie, le PCRS, l'OSGE2, même si c'est pas. Enfin, c'est pas nous qui faisons, mais par exemple, ça c'est bien Data Grand Est qui nous fournit ces données-là et qu'on réutilise de manière transverse pour les différents métiers de la collectivité. Donc l'usage de l'open data, la publication des données, elle est relativement simple. Enfin, le partage, en tout cas, est relativement simple. Après, c'est bien sûr l'exploitation des données, la réutilisation qui peut poser problème. Et grâce au schéma de données ou modèle de données, enfin, on a vu la différence avec, Benjamin l'a un peu montré, on arrive effectivement à avoir beaucoup d'avantages et puis des gains de temps surtout. Je ne vais pas refaire ce qui a déjà, redire ce qui a été présenté par Benjamin. Mais voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire et c'est pour ça que l'Eurométropole de Metz s'y est mis. Et alors, on a grosso modo, ça c'est un gros résumé, mais l'Eurométropole pour la publication des données, donc on respecte au maximum les schémas et une fois que c'est respecté, on publie soit, comme on a parlé déjà, Benjamin, le géoportail de l'urbanisme, pour tout ce qui est données PLU, SUP, etc. Des partenariats avec l'IGN, avec bien sûr Data Grand Est, sur lequel on republie les données aussi en respectant les schémas, et datagouv.fr. Alors des fois, il y a un passage de Data Grand Est directement vers datagouv, ou des fois, on a eu juste quelques petits... des remontées en fait qui se faisaient pas. Alors c'est peut-être aussi de notre faute du coup parce qu'il y a des standards qui n'ont peut-être pas été tout de suite respectés. Et du coup on fait les deux publications en fait. Enfin on fait les deux schémas, mais ça change rien au modèle de publication. Et surtout, alors au niveau organisationnel, en interne, on a toujours un référent, alors suivant les métiers qui sont concernés justement par ces schémas. Donc on a beaucoup parlé de l'IRVE par exemple, donc là c'est clairement la loi l'homme qui impose ça, donc c'est bien, chez nous c'est mobilité espace public qui s'occupe de ça, le pôle mobilité espace public. Et par exemple là on a un ou plusieurs référents métiers qui sont ciblés pour la mise à jour de ces données-là. Donc c'est eux qui ont la responsabilité de la mise à jour de ces données-là. Alors c'est pas forcément eux qui la font, ça peut être aussi le prestataire s'ils travaillent avec des prestataires, mais en tout cas c'est eux qui sont ciblés côté DSI pour savoir qui met à jour cette donnée-là. Et quand les données sont pas tout de suite formalisées par le prestataire ou qu'elles doivent être intégrées chez nous, on leur propose un projet QGIS tout simplement, qui est mis à disposition avec les couches et avec les droits nécessaires pour qu'ils puissent mettre à jour ces couches-là. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que le métier a ses propres terminologies et ses propres types de données avec lesquels il travaille historiquement. Et souvent, il y a un premier travail à faire pour savoir s'il y a compatibilité avec le schéma et ce que le métier utilisait historiquement. Donc, souvent, il y a un petit travail à faire. On s'est souvent rendu compte qu'il y avait relativement vite adéquation entre les deux, minus quelques renommages juste de champs. Mais et quand il n'y a vraiment pas possibilité d'adéquation, on fait simplement ce qu'on appelle des vues à partir des données des utilisateurs, où on leur demande de rajouter certains types de données. Mais généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. En quelques séances, on arrive à mettre le métier entre guillemets en ordre de marche pour qu'il respecte le schéma.
Donc voilà, là on va passer au cas concret. On aurait pu parler des IRVE, hein, mais dans le même cadre, on a choisi les stationnements. Le principe est le même. En fait, tout ce qui est en dehors des modèles, on a réussi. Alors c'est un petit peu la différence que faisait Benjamin. On va dire ce qui n'est pas trop complexe et qui respecte des schémas avec vraiment une seule table à gérer et qui est en adéquation avec le métier. Le processus est toujours le même et on a réussi à uniformiser. Et donc, dès qu'il y a un schéma qui rentre dans ce cadre-là, on arrive à l'intégrer facilement. Donc là, on va parler du stationnement, mais ça marcherait pareil pour l'IRVE, enfin les IRVE globalement. Donc, pour ce stationnement, alors aujourd'hui, on est au schéma V. Alors, je ne sais pas si je suis à jour, mais là, j'avais mis 0.1.5, donc ça doit être le dernier, je pense. Alors, il est quand même adopté. Là, il y a du coup peut-être une petite subtilité, parce que j'avais cru comprendre en fait que vous passiez en schéma 1 point quelque chose après qu'il soit adopté, et pourtant là, il est quand même adopté. Je crois qu'il est en version 0.1.5. Mais bon, enfin, ça, c'est M. Geoffrey qui pourra répondre peut-être à cette question. Donc, le cadre juridique, c'est clairement la loi LOM, hein, c'est la loi d'orientation des mobilités qui nous a imposé de partager cette donnée-là. Pour la diffuser sur la PAN, hein, donc le point d'accès national, j'avais un petit trou, des données mobilité pour la France. Donc là, on est pile poil dans le cadre de ce dont parlait Benjamin tout à l'heure, donc une réagrégation en fait des données du territoire pour en faire un maillage plus complet sur toute la France. Enfin, donc des territoires pour un maillage complet sur toute la France. Et donc, pour publier ces lieux de stationnement, là, voilà, on a fait la démarche comme on fait pour tous les métiers. Donc, on a été voir le métier. On leur a demandé voilà, s'ils avaient des données, enfin, si c'était eux qui mettaient directement à jour la donnée ou si c'était un délégataire. Là, c'est donc Alors, chez nous, c'est Indigo. Il y a deux délégataires, c'est Indigo et Ubispark, je crois, qui gèrent des stationnements. Donc, en fait, on leur a demandé. Alors, il y a. Ça, c'est toujours la problématique, c'est que vu que dans le cahier des charges initial, il n'y avait pas forcément demande de ces données-là directement en mise en forme pour respecter le schéma, on a dû faire des petits scripts en interne en fait pour que cette donnée collectée directement par le prestataire, enfin via le prestataire, puisse correspondre au schéma. Donc après, on fait les petites moulinettes qui vont bien, automatisées, et on les rentre dans des tables chez nous de notre base SIG centrale. Du coup, voilà, après, c'est des scripts qui tournent derrière pour que ça mette en forme bien la donnée. Et après, c'est moissonné de manière régulière par Data Grand Est et par data.gouv.fr. Via une métadonnée qu'on met à jour aussi directement pour dire que c'est une donnée transport. Donc, c'est un petit tag à mettre dans la donnée pour dire on met transport, et du coup, ça remonte directement sur le point d'accès national transport.datagouv.fr et au bon format, et c'est agrégé directement après sur cette plateforme. Donc, c'est des mots-clés à remplir juste dans le schéma de données de la plateforme datagouv.fr. Alors, il y a eu des petites contraintes techniques, comme on en a souvent. Alors ça, c'était un des premiers schémas qu'on a utilisé. Donc, on s'est rendu compte, au début, on voulait publier ça directement par GeoServer. Enfin, on a un GeoServer à la métropole, et on s'est rendu compte que il y avait des petites contraintes supplémentaires parce que GeoServer rajoute automatiquement une colonne FID en fait qui du coup n'était pas acceptée par le standard du schéma. On est passé par une autre méthode simple d'extraction du CSV directement de notre base. On a une petite blague aussi avec les points-virgules en fait, parce qu'au début on avait mis ce CSV était avec une virgule. Et alors, quand on le faisait valider, ça passait quand même, mais on s'est rendu compte que, en fait, quand ça arrivait sur transport.datagouv.fr, les coordonnées devant être séparées sûrement par une virgule, on n'avait pas fait attention à ça. Du coup, les données arrivaient bien sur datagouv.fr, mais quand elles arrivaient sur transport.datagouv.fr, la position géographique du coup n'était pas reprise, donc du coup on n'était pas vraiment agrégé à la carte complète de ces stationnements. Donc du coup, on a corrigé derrière, vite fait.
Et alors après, on a voulu, autre petite écueil, on a voulu du coup publier directement les données en temps réel. Parce que c'est aussi une demande de la loi LOM, alors que je crois que c'est obligatoire depuis 2021 en décembre, le 12 2021. Sauf que, à ma connaissance, alors là c'est le métier aussi généralement qui nous dit si c'est en cours ou pas, mais à ma connaissance, il n'y a pas de schéma en fait pour les données en temps réel, enfin pour les données de stationnement en temps réel. Et donc du coup, on les publie quand même, mais on les publie sous un formalisme que nous renvoient en fait les prestataires et sans qu'on ait de concordance forcément avec un schéma, quoi. Donc on suit quand même la loi, on diffuse cette donnée-là sur notre site, sur le site de la ville de Metz en fait, mais c'est pas du tout mis en forme en respectant un standard. Mais à ma connaissance, enfin, des derniers retours qu'on a du métier, c'est que il y a quand même les prestataires qui se mettent autour de la table et qui vont essayer d'en formuler un. Alors là, je laisse Geoffrey dire si effectivement c'est en cours ou pas. Bah voilà, ça c'était pour les stationnements. Je vais laisser mon collègue parler parce qu'on parle beaucoup de balles et de bannes. Bah voilà, il y a un exemple typique de balle et je laisse Monsieur David Beaupied en parler. Merci, bonjour tout le monde. Oui, concernant la balle, juste un rappel rapide du cadre juridique. Donc c'est la loi 3DS qui a reconnu comme autorité compétente l'ensemble des communes en matière d'adressage. Désormais, quelle que soit leur taille, il n'y a plus le seuil de 2000 habitants. Et donc, toutes les communes ont l'obligation de procéder à la dénomination de leurs voies publiques et également voies privées ouvertes à la circulation, des lieux-dits et donc à la numérotation. Et dans ce cadre-là, chaque commune doit se doter d'une base adresse locale. Donc le schéma le flux de données qui est prévu à l'échelon national, c'est que les communes qui disposent d'une balle alimentent directement la base adresse nationale, alors que celles qui n'en disposent pas, sur celles-là, ce sont des adresses composites qui remontent à partir d'autres fournisseurs de données, tels que l'IGN, la DGFiP, etc. Donc, pour revenir au cas concret chez nous, juste pour le contexte, en fait, on gérait une base adresse métropolitaine depuis 2012. Ces données étaient publiées en open data sur DataGouv, mais on ne respectait pas de standard. Et donc, pour une idée, enfin, un ordre de grandeur, on gère un peu moins de 50 000 adresses sur du coup l'ensemble des 45 communes de l'Eurométropole, dont un tiers sur Metz. Et la petite particularité, c'est qu'on a un service mutualisé Eurométropole et Ville de Metz, et donc on s'occupe de l'instruction des numérotations sur la Ville de Metz. Et puis pour les 44 autres communes, on est dans une autre démarche, puisque là, on fait une démarche plutôt partenariale, et on essaie, avec plus ou moins de réussite, de faire remonter les mises à jour, les nouvelles adresses sur les autres communes. Donc on avait ce fonctionnement depuis 2012, et puis là, ça s'est accéléré en 2022 avec la publication de la loi 3DS, et quelques maires de communes qui, du coup, se sont un peu affolés et nous ont sollicité pour avoir de l'aide et voir comment on pouvait les accompagner sur ce sujet. Et donc, on a accéléré un peu le mouvement. On s'est mis en conformité avec le standard BAL version 1.3, ce qui nous permet d'alimenter désormais de publier des BAL pour les communes et donc d'alimenter également la base adresse nationale. Du coup, alors, on a pris le parti de publier toutes les adresses des communes, même si elles n'étaient pas encore certifiées. Et donc, ce qui reste à faire, c'est un travail de vérification des adresses par les communes et de faire en sorte qu'elles certifient leurs adresses. Alors, c'est en partie, en fait, je vais développer après. Mais il y a deux cas de figure. Il peut y avoir des communes qui veulent gérer en autonomie leur BAL et qui du coup vont s'appuyer sur l'outil qui leur est mis à disposition, qui est donc mesadresses.datagouv.fr. Et on a une commune qui est dans ce cas-là, sur notre territoire. Et puis, l'autre option proposée aux communes, c'est
de garder le fonctionnement un peu qu'on avait jusqu'à présent, où en fait elles instruisent les demandes de numérotation, et du coup c'est d'ailleurs un prérequis dans le sens où c'est une compétence du maire, et donc nous, à aucun moment il a été question qu'on reprenne en charge cette compétence. Donc dans tous les cas, les communes instruisent les numérotations, et donc après les deux cas de figure, soit elles publient en autonomie leur BAL, soit elles s'appuient sur nous pour la partie technique. Et dans ce cas-là, le fonctionnement qu'on a retenu est le suivant. En fait, elles vont instruire leur demande de numérotation, elles vont nous transmettre les nouvelles adresses. On va mettre à jour la base adresse métropolitaine stockée dans notre base de données, et on a mis en place un flux qui alimente automatiquement leur BAL et la BAN. Et ce qui est important, c'est que tout ça respecte toujours le schéma V1.3, quel que soit l'endroit où on passe. Ouais, quel que soit le stade, les différentes étapes, on respecte de bout en bout le standard en point 3 de la BAL. Du coup, alors, un petit point sur les avantages du respect du standard. En premier lieu, le respect de la loi, même si pour l'instant, il n'y a pas eu la publication des décrets d'application, donc on va dire qu'on on prend un peu les devants. Mais vu que certains maires étaient vraiment affolés, c'est bien qu'on s'y mette dès à présent. En respectant le standard, on favorise les échanges. Et puis de notre côté aussi, en quelque sorte, on valorise un travail qui était de toute façon réalisé depuis plusieurs années. Donc pour nous, c'est aussi un point positif. Et puis ça nous oblige aussi à mieux cadrer les échanges avec les communes, puisque même si on réalisait ce travail, il n'était pas très bien cadré. Et donc là, on est en train de réaliser des rencontres avec les DGS, les secrétaires de mairie. On va déployer un outil commun pour la remontée des mises à jour. Et on va travailler aussi le côté officialisation de tout ce travail à travers le catalogue des services pour les communes, éventuellement des chartes et éventuellement, mais rien n'est sûr pour l'instant, mais peut-être des signatures de conventions ou proposer une délibération à chaque commune. Et puis sur les difficultés rencontrées, chez nous, ça n'a pas été tellement sur le plan technique, mais c'était plutôt sur le côté organisationnel avec les communes pour réussir à impliquer l'ensemble d'entre elles, ce qui n'était pas vraiment le cas. Certaines étaient vraiment moteurs, mais d'autres ne s'impliquaient pas du tout dans la démarche. Et puis surtout, et en lien avec le rappel un peu plus haut du fait que ça restait une compétence du maire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines communes qui en fait n'exerçaient pas cette compétence et laissaient les promoteurs en gros s'occuper de la numérotation. Et donc là, maintenant qu'on cadre mieux cette démarche avec elles, ces communes sont en difficulté puisque en fait, elles réalisaient même pas la numérotation. Donc on n'est pas encore on part de loin en fait avec certaines d'entre elles. Et puis, alors, du coup, très rapidement, et pour conclure, un point sur la complexité des schémas et la multiplication des acteurs, pour dire que plus le schéma va être complexe, plus sa mise en œuvre sera compliquée, chronophage. Et puis dans le cas du standard PLU, chez nous, ça multiplie aussi les acteurs avec l'intervention de l'agence d'urbanisme, des services en interne, de bureaux d'études externes. Et donc, voilà, tout ça fait que ça complexifie l'ensemble de la chaîne de traitement et de publication et de respect du standard. Bon, j'ai essayé de faire vite, voyons l'heure. Merci David. Du coup, je corrigerai aussi mon premier support parce que je ne savais pas que tu interviendrais aussi en complément de Sébastien. En tout cas, merci à tous les deux pour votre intervention. Il y a eu des questions en lien avec plutôt la validation et le respect et la publication des données sur data.gouv. Donc, Geoffrey a répondu directement dans le chat. Donc, on reprendra ses réponses écrites. On ne va pas revenir dessus vu l'heure, justement, pour pas trop s'attarder, pour ne pas prendre trop de retard. Il n'y a pas vraiment de questions sur les présentations de David et Sébastien. Donc, voilà, pour ma part, j'en ai pas non plus réellement. Simplement pour souligner le fait qu'on voit aussi qu'il y a une problématique par type de données.
quand ça s'intéresse aux standards, à la standardisation. Il y a la problématique technique un peu transversale finalement. C'est ce que je retiens aussi de la présentation très concrète de l'Eurométropole-Metz, mais il y a aussi une problématique par données. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous ou à venir nous contacter si vous avez des sujets autour de la balle. Là, on a parlé parking, il y a sans doute d'autres sujets. Dans le cadre de Data Grand Est, on a fait le choix de prioriser notamment sur les données du budget, sur les aménagements cyclables, deux sujets qui étaient remontés au cours de différentes réunions. Donc, on va travailler sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres sujets. N'hésitez pas à faire savoir si vous travaillez déjà sur ces sujets ou si vous souhaitez y travailler. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos retours d'expérience sur la standardisation, sur les difficultés que vous avez pu ou que vous rencontrez. Je ne sais pas si Benjamin, Geoffrey, Sébastien ou David, vous avez un dernier mot, une remarque avant de conclure sur ce webinaire. Non, rien de pas. Oui, enfin, j'ai une petite remarque. C'est-à-dire qu'on voit aussi émerger des outils indépendamment de schéma.data.gouv.fr qui commencent à intégrer en fait des processus de validation ou à intégrer les schémas qui sont publiés sur schéma.data.gouv.fr. Donc, par exemple, il y a un plugin pour QGIS qui permet d'intégrer un schéma et directement donc permet de paramétrer le contrôle des données. Et pareil pour GeoContrib. Donc, enfin voilà, il y a une dynamique autour de ces schémas qui est intéressante et qui va au-delà peut-être de ce qu'on imaginait au départ. D'accord, oui. Donc plus une vision, j'irais intégrateur, éditeur, pour la prise en compte des schémas. Ça qui rejoint aussi la question de Marion autour des métadonnées. Peut-être aussi une remarque, c'est vrai que là, on a parlé aussi pas mal de questions techniques, relativement techniques. Moi, je vous invite à aller voir justement schéma.data.gouv.fr si vous êtes intéressé par notamment des schémas particuliers, puisque pour l'utilisateur, des schémas, ou au moins en termes d'acculturation, voilà, pour chaque schéma, il y a une présentation du contexte, du cadre juridique, etc., qui permet de recadrer les choses. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important, finalement, d'avoir finalement un catalogue comme ça qui permet d'identifier, de pouvoir se référer à une base concrète. Donc, en termes de conclusion pour le webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et d'amélioration. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de remarques pour qu'on puisse s'améliorer. N'hésitez pas également à nous faire connaître les futurs sujets que vous souhaiteriez voir traités. Je vous rappelle la date du prochain webinaire, le 3 novembre, sur les données d'accessibilité. Également la date du 29 novembre pour les rencontres régionales de la donnée du Grand Est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.